Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Il y a quelque temps, j'avais demandé qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour remplir un peu la chaîne avant que le film sorte. Et récemment, on m'a proposé de faire un top flop de mes films de l'année passée, un peu comme ce que je faisais dans ma chaîne précédente. Et il se trouve qu'après un petit sondage sur ma chaîne, c'est une idée qui a été largement appréciée. Donc, c'est parti, pour une fois nous allons un peu nous éloigner des films en Lego, on va enfin parler d'autre chose que de mes films en Lego sur cette chaîne, et je vais vous lister les 10 films que j'ai préférés l'année passée, et les 10 films que j'ai pas préférés l'année passée. Alors, je tiens avant de commencer pour m'excuser pour la qualité de son, je suis au milieu de mon salon, il y a un peu d'écho. Également, il risque d'y avoir des petits bruits non désirés étant donné que je laisse la fenêtre ouverte car nous sommes en mai, et qu'en mai il fait chaud, et que je ne veux pas mourir, ce n'est pas quelque chose que j'apprécierais, donc je laisse ma fenêtre ouverte, merci de votre compréhension. Ensuite, pour parler des films que j'ai vus, pas vus, etc. Petite précision, j'habite désormais sur Paris, j'ai désormais une carte UGC limitée, ce qui veut dire que niveau cinéma, je me suis fait plaisir. Pour vous donner une idée, l'année passée, donc en 2021, j'ai vu 80 films sortis en 2021. Je parle pas de ressorties de quoi que ce soit. Non, non, de films qui ont été sortis, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes, donc de nouvelles sorties de l'année, j'en ai vu 80. 80 pour ceux qui ne savent pas, c'est le chiffre entre 70 et 90. Donc, ce qui me fait un certain bon gros panel de choix pour faire les tops et les flops, ce qui fait que pour chaque catégorie, j'ai mes 10 choix plus une petite sélection de mentions honorables. Du coup, en mention honorable, nous pouvons citer le film The Dig sur Netflix, qui est en gros un film d'archéologie avec Ralph Fiennes, qui est vraiment très sympa, qui a de très beaux visuels, de décors anglais, qui a de très beaux petits discours sur l'histoire, sur l'archéologie, etc., que j'ai trouvé vraiment très sympa. Sur Netflix, du coup, n'hésitez pas. Sur Netflix aussi, La Mission, nouveau film de Paul Greengrass, donc, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films que j'aime beaucoup, comme Vol 93 par exemple, ou les premiers Jason Bourne, qui est un film qui est en gros un western un peu contemplatif avec Tom Hanks, qui parcourt en gros le western pour lire les nouvelles de journaux dans toutes les petites villes. C'est très sympa, ça se regarde très bien. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, celle-là va faire grincer la Snyder Cut de Justice League, qui non du coup n'est pas dans le top, je suis désolé, que je trouve très sympa, il n'y a pas de problème, je le revois régulièrement, toujours avec beaucoup de plaisir. Je trouve juste qu'il mérite pas forcément ses 4 heures, quoi. Il y a des scènes un peu tirées en longueur, sans trop de problème, je pense qu'on a pu réduire ça à 3 heures. Narrativement, je le trouve des fois un peu faible, mais bon, il n'y a pas de problème, hein, sinon je l'aime bien. Au niveau de la pure fabrication, ça reste toujours très plaisant à regarder. Donc voilà. Ensuite, The Spark Brothers de Edgar Wright, qui est un très très bon documentaire d'un groupe que je ne connaissais pas du tout, hein. Je les ai découverts grâce au documentaire, et qui, en gros, est un documentaire qui a vraiment une forme très différente de ce qu'on peut voir d'habitude, qui dynamise complètement ses interviews et son montage, et c'est très plaisant à regarder. Surtout que j'adore Edgar Wright. Et ensuite The Last Duel de Ridley Scott, qui a failli se finir dans le top mais qui s'est fait dégager un peu la dernière minute. Pour une fois que Ridley Scott nous fait un bon film, quoi, c'est pas arrivé depuis tellement longtemps. Et que le film est tenu, il a un montage de fou, il a un discours qui est tenu mais au cordeau. C'est impressionnant comme film de tenir à ce point 2h40 avec un sujet pareil surtout, donc voilà, The Last Duel, c'est un film qui m'a beaucoup impressionné, mais qui malheureusement n'est pas dans le top. On va donc commencer avec le numéro 10. Numéro 10, et déjà on va commencer bien, je pense que ça va râler, Les Éternels de Chloé Zhao. Clairement le meilleur MCU de l'année, hein. Venez pas me parler de Spider-Man No Way Home, je l'ai bien aimé mais c'est pas comparable. Spider-Man, qu'est-ce que je dis, Eternals, c'est un film Marvel assez convenu, on est tout à fait d'accord, un groupe de gentils, méchants, sauver le monde, blablabla, bim boum. Mais je trouve qu'il a, malgré tout ce cahier des charges assez vénère, il y a quand même une fraîcheur qui s'en sort, il y a quand même des visuels qu'on n'avait jamais vus encore chez Marvel, il y a des personnages qui arrivent tous à avoir leur vie, qui arrivent tous avoir leur personnalité, qui sont extrêmement plaisants à suivre. Dans le final, il y a des idées visuelles d'une dimension mais hors norme pour le MCU. J'ai jamais vu des trucs de cette
taille, de cette envergure dans le MCU. Et ça fait tellement plaisir, en plus que les scènes d'action sont vraiment cool, que le tout est bien tenu, je vois beaucoup se plaindre de la durée. Bah, moi je trouve que les 2h30, 40 sont très bien tenus, donc il n'y a pas de problème avec ça, j'ai déjà vu 2-3 fois, j'ai eu aucun problème de rythme encore. Tous les personnages arrivent à faire tenir en fait le film. Je vois beaucoup de gens avoir de problèmes avec le comic relief, bah moi, j'ai trouvé génial. Donc voilà, Eternals, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, 9ème position, un film que je m'attendais vraiment pas à retrouver dans mon top, Annette de Léos Carax. C'est le genre de film où j'ai pas réussi à vraiment l'intellectualiser, j'étais trop dedans. J'ai vraiment été pris par la main dès la première scène, qui est une scène méta comme vous en avez probablement rarement vu, et qui chante pratiquement non-stop. Et d'habitude je suis assez allergique aux comédies musicales, mais alors là, on est pris dedans. Les musiques sont incroyables, visuellement c'est un truc de fou. Et en fait j'arrivais pas vraiment à l'intellectualiser plus que ça, vu que c'était vraiment une expérience d'ambiance totale, où le film m'a pris par la main, puis m'a emmené dans un voyage complètement taré. Et j'arrivais pas vraiment à en dire plus, à part voyez-le, c'est assez vénère. Déjà niveau émotionnel, niveau jeu d'acteur j'en parle même pas, c'est absolument magnifique. Et voilà, les musiques, en plus ça rejoint les Spark Brothers, parce que c'est eux qui ont fait la musique du film, et les chansons sont incroyables. Donc voilà, c'est typiquement un film que j'arriverai pas à intellectualiser plus que ça. Voyez-le, et on peut passer au film suivant. Donc en numéro 8, nous avons Last Night in Soho de Edgar Wright. Do you believe in ghosts? Alors si vous suiviez ma chaîne de critique du temps où elle existait encore, vous savez que j'adore Edgar Wright, que j'attendais ce film vraiment avec énormément d'attentes. J'étais un peu déçu pour une seule petite raison, c'est que je trouve que le visuel des scènes à Londres est pas ouf. À cela vient s'ajouter le fait que c'est voulu, le présent est terne, le présent n'est pas beau, la seule échappatoire que trouve cette fille, c'est dans le passé. Dans un premier temps, avant de découvrir que le passé n'est pas aussi brillant qu'elle le pensait, et de réussir à vivre avec les deux en accord. C'est grosso merdo le message du film, donc déjà là on est sur quelque chose d'assez intelligent. Une fois qu'on est dans le passé, par contre dans les années 60, il y a des scènes au visuel complètement fou, parmi les meilleures qu'on a vu cette année. La scène de danse, on en a parlé. Cette scène de danse où on passe d'une actrice à l'autre sans coupe dans le montage, ou sur le tournage ils ont alterné les deux. C'est un défi technique absolument monstrueux. Il y a des scènes d'ambiance qui marchent extrêmement bien dans le film. Et faudrait que je le revoie, je vais pas vous mentir, je l'ai pas revu depuis sa sortie salle. Mériterait que je lui redonne une chance, mériterait que je le revoie, que je le réévalue. J'ai trouvé un peu long aussi, ça c'est le truc. Et voilà, je trouve pas que ce soit le meilleur d'Edgar Wright non plus, mais ça c'est parce qu'il a fait que des chefs-d'œuvre au début de sa carrière. Donc, n'en déplaise à certains qui vont venir me tomber là-dessus en commentaire, je les vois déjà venir. Mais voilà, Last Night in Soho est un des moins bons films d'Edgar Wright, ce qui en fait tout de même un des meilleurs films de l'année, vous dire le niveau du monsieur. Numéro 7, les Mitchells versus les machines. Mais quelle idée de fabriquer un truc pareil! Bah, c'est un début qui est assez poussif et une forme qui des fois l'est un peu aussi. On est quand même dans une comédie tout à fait consciente d'elle-même du sujet, qui de base parle de toute façon d'une adolescente fan de cinéma qui part faire une école de cinéma à l'autre bout du pays. Donc bon, déjà là on est sur quelque chose qui me parle un petit peu, on va pas se mentir. Qui commence comme attention ça va être un film de boomer. En fait non, pas tant que ça, c'est un film qui au contraire je pense a bien observé son époque, qui arrive à en sortir une synthèse qui est pas déconnante, qui a des scènes d'humour incroyables aussi. Qui a la scène du supermarché, elle est géniale, qui bien sûr visuellement, il y a des fois c'est un peu, il y a des fois c'est un peu trop poussé, mais est-ce qu'on va vraiment sanctionner un film parce qu'il tente trop? Non, je pense pas, parce que vraiment l'animation est top, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, l'humour est excellent, le message fonctionne très bien.
Certains personnages sont des fois un peu ennuyants. Enfin, j'ai eu un peu de la peine avec le père, même s'il est complètement justifié. Des fois, je trouvais que ça appuyait un peu trop l'idée. Mais peu importe. Le film est extrêmement plaisant à regarder et à re-regarder. Il est sur Netflix, n'hésitez pas, car je sais pas s'il va y rester longtemps vu que c'est une coprod. Numéro 6, c'est un film qui je pense n'étonnera personne. Dune. Only together can we stand a chance. It's time. Vous le savez, j'adore les gros blockbusters avec des gros univers, donc en plus ça se passe dans l'espace, c'est encore mieux. Dune est une œuvre imparfaite mais démesurée et passionnante. Déjà tout le monde l'a remarqué, visuellement ça claque beaucoup. Les décors d'Arrakis sont magnifiques. Et je parle bien du désert Arrakis. Dès qu'on est sur Arrakis, la ville par contre c'est un peu minimaliste. Je comprends, hein, c'est le délire de Denis Villeneuve et ça se justifie dans ce qu'il raconte de ce futur. C'est un futur où on a en gros éliminé toutes les fioritures pour ne garder que l'essentiel. On élimine tous les ordinateurs pour se concentrer sur le mental. Et à ce compte là c'est normal que les décors soient plus épurés. Moi j'aime pas des masses mais je comprends tout à fait le délire. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément. En fait, j'adore de voir ce genre de blockbusters qui ont énormément de moyens, d'ambition et qui arrivent à ces ambitions. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ce film, c'est pas une commande. Enfin, c'est parti comme une commande peut-être, mais à la base, ça se voit. Denis Villeneuve, il est passionné par le livre et il veut vraiment en faire le meilleur film possible. Et j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Je suis pas fan de tous ses films, mais là, ce qu'il arrive à faire, c'est assez excellent. En plus, lui qui n'est pas très scène d'action, il arrive à en faire des qui sont vraiment bonne. Il abuse un peu des flash forward, mais peu importe. La musique de Hans Zimmer est la meilleure musique qui a été composée cette année et une des meilleures de la décennie, je pense. Il a fait un travail dont seul lui a le secret, hein, on va pas se mentir, mais quand il arrive à te créer de nouveaux instruments et à te commencer le film par cette espèce de petit récital psalmodié par une voix extrêmement gutturale. T'es dedans tout de suite. L'ambiance, c'est un film qui marche énormément sur l'ambiance, on va pas se mentir. Et moi, cette ambiance SF du futur sur une planète, sur la planète Arrakis, je la trouve incroyable. Et moi, elle m'a tenu pendant les 2h30, les 2 fois que je l'ai vu au cinéma. Numéro 5, Don't Look Up de Adam McKay. La voilà! Une comète géante se dirige droit vers la Terre! Vous la voyez? Je peux pas! Ma tête est dans un sac! Et là, je suis désolé, je vais un peu me moquer de vous, mais en Suisse, il est sorti au cinéma. Et du coup, je l'ai découvert en avant-première à Lausanne, sur grand écran. Et ouais, pour ceux qui l'ont loupé, du coup, il est sur Netflix. C'est une satire extrêmement vénère. C'est fait par un mec qui a clairement observé le monde pendant ces 5 dernières années, qui a observé les réactions face à la crise climatique, puis face au Covid, et qui a tout foutu dans un gros shaker, qui a tout mélangé, et qui sort cette pantalonnade de gags absurdes avec des grands acteurs. Vraiment, le casting est fou furieux, hein, que ce soit Jennifer Lawrence, DiCaprio, Kate Blanchett, Meryl Streep, y a tout le monde et c'est fou furieux. Le rythme est tellement tenu, c'est 2h30 encore une fois. On est beaucoup sur des films de 2h30, 2h40, mais alors c'est impossible je vous mets au défi de vous ennuyer tellement ça débite du gag à la seconde. C'est un rire aigre à chaque fois, car je vais pas pu m'empêcher de me dire, mais en fait, s'il y a un astéroïde qui nous tombe dessus, on est mort. En fait, on est tous morts. Déjà là, la crise climatique, le Covid, la guerre, on est complètement dedans. À chaque étape, c'est un film qui a tout compris, en fait, qui a tout compris comment fonctionne le monde et qui te le montre. À la fin, faut pas le voir si on est déprimé. Hein. Par contre, si vous êtes déprimé par la situation du monde actuel, peut-être regardez pas ce film parce que vous allez bien rire, mais vous allez un peu rire aigre. Et à la fin, vous allez pas vraiment rire. Donc, c'est une satire extrêmement juste, plus juste que ce que j'ai vu depuis des années. Donc voilà, c'est sur Netflix. Si vous voulez vous le faire, allez-y. C'est extrêmement bien tenu. Et on peut passer au numéro 4. Numéro 4, Matrix 4 de Lana Wachowski.
ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé. Revenir dans la matrice. J'aurais fait ce top à la fin de l'année passée, Matrix 4 n'aurait pas été dedans. Pour une raison très simple, en fait, je suis un grand fan du premier Matrix. Je me suis réconcilié avec les 2 et 3 l'année passée. Et du coup, forcément, j'ai des attentes. Quand on me dit Matrix 4, je me dis, oh, trop bien, je vais revoir un film tout vert avec du bullet time. Et c'est pas ça. Concrètement, c'est pas ça. Je me suis pris ma déception inévitable dans la tronche. Je suis sorti du film en sachant que j'avais vu un très bon film, mais en étant quand même très circonspect par rapport à ce que j'ai vu. Un peu déçu parce que c'était pas ce que j'avais attendu. Et en fait, en y repensant, et surtout je l'ai revu hier soir, claque monumentale, le film est incroyable, bien entendu. C'est un film qui te balance dans la gueule le tu attendais ça de Matrix, c'est pas ça Matrix, c'est pas ça que tu vas avoir. Qui te dit clairement, tu veux du bullet time, c'est pas ça Matrix, le bullet time, et qui part sur autre chose. C'est un film qui a un dialogue constant avec le spectateur, et ça je trouve fascinant, qui te demande toujours, t'attends quoi en fait de Matrix 4? C'est quoi que t'as envie que je te donne? C'est ça? Mais moi je vais plutôt te donner ça en fait. Et c'est un film qui questionne aussi énormément sur comment toi tu as grandi avec Matrix, parce que c'est clairement un film pour un spectateur qui connaît Matrix depuis des années en fait, car les héros sont des héros qui ont grandi en écoutant les exploits de Neo et qui s'en inspirent. Et c'est un film qui te dit comment il a fallu s'en inspirer, qui te dit clairement, qui essaie de t'expliquer le véritable message de Matrix, du combat de Neo, et qui renvoie dans la gueule tous ceux qui ont retenu de Matrix que les gros guns, les bullet time, alors que Matrix c'est avant tout pour parler des émotions humaines et notamment de l'amour par rapport à un système inhumain. Que ça parle de ça, ça parle aussi de contrôle, de choix, tout ce genre de choses, mais avant tout Matrix ça parle d'amour et comment l'amour permet de surmonter tout. Ça peut paraître bateau, mais alors c'est fait avec un talent monstrueux. C'est un film, c'est probablement le blockbuster le plus personnel de l'année. C'est quand on connaît l'histoire de Lana, tout ce qui lui est arrivé, le fait qu'elle a perdu ses parents et qu'après avoir perdu ses parents, elle a voulu faire Matrix 4 pour réunir Neo et Trinity, parce que c'est les seuls personnages qui pouvaient lui apporter du réconfort. Ça en fait un film encore plus beau en fait. Et c'est un film qui est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses que j'avais pas vu la première fois, que j'ai revu la deuxième fois. Bien sûr que les scènes d'action sont pas top, bien entendu. Il se trouve que c'est pas du tout ce qui intéresse Lana quand elle fait Matrix 4, c'est pas vraiment les scènes d'action, bien qu'il y en ait des incroyables, hein. Toute la poursuite à la fin, elle est folle furieuse. Mais voilà, c'est un film extrêmement méta avec lequel le spectateur ne peut que dialoguer tout le long. Et c'est fascinant, c'est un film absolument fascinant, dont je ne m'étais pas rendu compte tout de suite, malheureusement. J'aurais dû le revoir dès sa sortie en salle, je ne l'ai pas fait malheureusement, j'ai trop attendu. Donc voilà, si vous êtes fan de la trilogie Matrix et que vous avez loupé celui-là, allez-y en gardant à l'esprit que le film ne vous donnera pas ce que vous attendez. Et gardez ça à l'esprit, et si vous êtes déçu à la fin c'est normal, et réfléchissez dessus et vous verrez que le film se révèle. Numéro 3, The Suicide Squad de James Gunn. Alors, c'est clairement le meilleur comic book movie de l'année. Là, je pense que personne ne viendra me dire quoi que ce soit là-dessus. C'est fun, c'est horriblement fun, c'est du James Gunn qui se lâche et ça fait plaisir. C'est une très bonne adaptation de comics dans tous les sens du terme, dans le sens de la construction d'histoire, avec ces personnages qui apparaissent puis meurent directement, etc. Visuellement, il y a des constructions de cadres qui sont typiquement du comics de Jack Kirby et autres. Je pense notamment à la dernière scène de Harley dans un environnement aquatique, pour ne pas en dire trop. C'est de l'humour à la James Gunn, de l'humour débile. C'est un film de méchants, de type qui massacre une dizaine de personnes innocentes dans un camp pour se dire oh merde, on n'est pas regardé les panneaux. C'est débile. C'est un film qui arrive à avoir de la compassion pour un putain de requin géant qui sait pas parler. Mais est-ce que je suis surpris en même temps? Non, c'est James Gunn, c'est le gars qui arrive à avoir des émotions pour une putain de brindille. C'est un film monstrueusement fun, qui se lâche complètement, qui n'a pas l'air de vouloir suivre les règles du blockbuster, et ça fait très plaisir, avec un climax démesuré, avec des scènes d'action comme vous en avez jamais vu chez DC. C'est un plaisir monstrueux. C'est ça la Suicide Squad. C'est pas l'autre machin qu'on a eu en 2016.
Ça, c'est un vrai putain de bon film de méchants qui vont sauver le monde malgré tout. Ça, c'est un putain de bon film avec des personnages détraqués. C'est super. The Suicide Squad, c'est excellent, mais je pense que vous l'avez tous vu, donc je pense que j'apprends rien à personne. Voyez Suicide Squad si c'est pas déjà fait. C'est monstrueusement fun. Alors, le numéro 2, là, on va pas être d'accord. Je sais qu'on va pas être d'accord. Raya and the Last Dragon de Disney. On se doit de faire le premier pas. Qui est un film qui a été honteusement oublié et qui a été honteusement négligé. Et je vais sentir tout le monde bondir là. C'est le meilleur film d'animation Disney depuis Réponse en 2010. C'est un film qui écrase la Reine des Neiges, qui écrase Vaiana. Et je l'assume, je le maintiens, j'ai adoré Raya. D'ailleurs, je me repermets, en Suisse, on l'a eu au cinéma. Voilà. Et visuellement, c'est une tuerie. Bien entendu, l'animation arrive à un stade encore plus loin que Disney n'a jamais fait. Et surtout, c'est un film dont on a besoin maintenant. C'est un film dont le message, c'est qu'il faut arrêter de tous se battre les uns contre les autres. Et à un moment, il va falloir arrêter ces conneries et s'unir pour construire notre avenir. Encore une fois, on est sur un message assez bateau, je suis tout à fait d'accord. Mine de rien, à donner à des enfants de 6, 7, 8 ans, c'est un message plus que valable. Encore plus maintenant. Il y a des phrases qui font très actuelles. Un moment où Raya dit « Le monde est rempli d'orphelins parce que les hommes ont voulu se battre pour une pierre. » Juste ça. Juste ça, je trouve excellent d'avoir ça dans un film d'animation pour enfants qui essaye pas juste de faire rire des enfants pendant 2 heures en mettant regarde princesse, chanson, histoire d'amour. Non, mais qui raconte vraiment quelque chose, qui en plus a des décors magnifiques, qui a des scènes d'action qui sont excellentes, même pour un film d'animation. Et ça c'est cool, qui a des super personnages. Même des personnages qui au premier instant je me dis ouh, je vais les détester, bah en fait ils sont top. Qui n'est pas assez manichéen pour avoir un vrai antagoniste. Je vais voir tout le monde venir sur l'antagoniste. Mais non, en fait, c'est pas une vraie méchante. C'est un personnage qui a été un peu endoctriné, qui a été élevé selon une certaine doctrine et qui s'enfonce dans ses erreurs en voulant plaire et en pensant faire le bien surtout. Et qui malgré toute sa bonne volonté ne peut pas y arriver à cause du cadre dans lequel elle évolue. Et encore une fois, ça pour un antagoniste, je suis désolé, je trouve ça beaucoup plus intéressant que Jean-Michel Rouquin qui veut devenir roi. Voilà, désolé mais je déteste la Reine des Neiges. Donc voilà, pour tous ces aspects, je trouve que Raya c'est un film d'animation Disney beaucoup plus riche que ce qu'on a eu ces dernières années, qui a une musique excellente, qui a une scène finale magnifique que j'adore. Donc voilà, j'aime énormément Raya. Je suis un des seuls dans le monde, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous encourage quand même à le regarder, il est sur Disney+, donc c'est dommage, mais bon, allez-y. Allez-y. Et nous allons passer au numéro 1, West Side Story de Spielberg. La vie compte plus que tout, plus encore que l'amour. Qui l'eût cru? Certainement pas moi. Je n'aime pas les comédies musicales. Je n'aime pas le film d'origine, le premier West Side Story de 1961. Et guess what? J'ai failli chialer devant celui-là, même si je connaissais déjà la fin. Parce que putain, Spielberg arrive en fin de carrière, hein, on va pas se le mentir. Il va sur ses 70 ans. S'il n'y est pas déjà d'ailleurs, j'en sais rien. Et je sais pas combien de temps il arrivera à faire des films encore. Mais il se fait plaisir. Déjà ça, c'est un film qui est une virtuosité dans la mise en scène qui a été assez peu égalée cette année. Qui a une liberté dans les scènes de chant qui est monstrueuse. Et déjà les chansons vous les connaissez toutes, hein. Vous n'avez probablement pas tous vu le film de 61, vous connaissez les chansons. C'est obligé, vous les avez entendues tellement elles sont passées. Et forcément de les entendre, déjà de les entendre dans une salle de cinéma et de les voir avec une mise en scène pareille, c'est monstrueux. C'est un film qui est bien entendu très actuel malgré son cadre des années 60, vu que ça parle de 2 gangs rivaux qui s'enfoncent dans la haine au lieu d'essayer de se comprendre. Clin d'œil. C'est un film sur la jeunesse qui ne connaît que les ruines et qui n'arrive pas à en sortir. C'est un film vraiment sur 2 jeunes. Malgré l'âge de son créateur, c'est un film de jeunesse. C'est un film sur des jeunes qui rêvent d'une vie meilleure, d'un avenir meilleur, mais dont tout le monde leur dit non, vous resterez dans la poussière.
c'est extrêmement actuel comme message. Il y a une liberté dans certaines chansons, il y a une émotion dans d'autres, il y a une scène finale incroyable, il y a des acteurs que tout le monde a retenus qui sont magnifiques, bien entendu. L'acteur principal dans le nom m'échappe un peu moins parce que sa tronche me revient pas trop en fait, et je trouve qu'il est un peu en sous-régime la plupart du temps, mais c'est bien le seul, hein. Tous les autres sont incroyables. Donc voilà, West Side Story, je ne m'y attendais pas, hein. Je l'ai vu 2 fois en salle au final. C'est un putain de chef-d'œuvre, c'est un des plus grands films de Spielberg, c'est un film dont je suis sorti vraiment, alors déjà je chantais les... J'ai eu America dans la tête pendant une semaine, hein, au minimum, mais c'est magnifique. West Side Story, c'est incroyable, faut le voir. Je suis encore déçu, il a floppé en salle, Disney a tout fait pour le bazarder et qui passe inaperçu pour ensuite dire « Oh non, il est aux Oscars, merci nous !» Connard. Donc... Voilà, puis la photo est superbe, le rythme est magnifique. Spielberg gère son espace comme personne. Regardez West Side Story, le nouveau. Amusez-vous à comparer les deux d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça donne plein d'éclairage sur la mise en scène, des comédies musicales, mais amusez-vous à comparer les deux versions, c'est super intéressant à faire. Donc voilà pour mon numéro 1, West Side Story. Nous allons pouvoir désormais passer à la catégorie suivante. Après avoir chéri le bon cinéma de 2021, avoir parlé des grands films qui ont fait l'année, nous allons désormais parler du fond des chiottes. Attention, la section qui suit concerne des films qui m'ont profondément énervé. Il se peut donc que je me retrouve à employer un langage peu apprécié des oreilles sensibles. J'invite donc les personnes sensibles à quitter cette vidéo et aux autres à mettre un casque audio. Merci. Non vraiment, le casque audio, mettez-le. Maintenant, ça va chier. Comme pour les tops, je tiens tout d'abord, avant de nous enfoncer dans la grande merdasse de cette année, à vous citer quelques mentions honorables, des films mauvais, mais pas assez pour entrer dans le club sélectif des pires films de l'année. Donc on y va pour les mentions honorables. On peut citer Godzilla vs Kong, qui est quand même divertissant, qui est sympa, qui a des décors cool, qui a des scènes un peu cool, qui est juste tellement moins bien tenu au niveau de ses personnages, de son histoire et son rythme que les précédents films, qui sont des gros plaisirs coupables, je vais pas vous mentir. J'adore Kong Skull Island, j'adore Le Roi des Monstres, c'est débile, mais qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que les combats sont cool, qu'est-ce que visuellement c'est quand même beau, sans être particulièrement travaillé, ça a un peu de gueule quand même minimum. Godzilla vs Kong tombe un peu vite dans la facilité de hey, je mets des néons et je fais des boum-boum. Voilà. Ensuite, Nobody, j'ai vu tout le monde s'exciter là-dessus alors que je trouve que c'est juste un décalque moche de John Wick. Donc c'est une copie mais sans le talent de mise en scène, sans le talent visuel et sans le talent des cascades et sans aucune écriture. Donc j'ai trouvé ça chiant en fait. Pourquoi vous êtes tous là-dessus? C'est pas bien. C'est vraiment pas bien en fait. Conjuring 3, qui n'est pas mauvais, mais qui devient trop un film d'enquête alors que les deux premiers étaient des vrais bons gros films d'horreur. Là, ouais, bof, on se fait chier un peu quand même si, en fait, c'est intéressant pour l'histoire vraie de base, qui est vraie hein, pour le coup. Pas tout, hein, y a pas tout qui est vrai heureusement. Le procès est réel lui pour le coup. Donc c'est l'histoire d'une personne qui tue quelqu'un et qui plaide non coupable au procès car il plaide que Dieu l'a poussé à le diable l'a poussé à le faire. Et en fait ça se base trop là-dessus au lieu de se concentrer sur de l'ambiance et de la terreur pure comme le faisaient les deux premiers et c'est extrêmement dommage. Venom 2. Je vais pas vous mentir, j'ai bien kiffé en fait Venom 2, qui est un mauvais film. Là, je pense pas qu'il y aura de vrai débat là-dessus. C'est bien sûr que c'est moche, c'est con, c'est tout ce que vous voulez. Mais j'ai bien kiffé quand même. J'ai trouvé déjà 100 fois mieux que le premier. Le rythme est bien meilleur, on s'emmerde pas. L'adversaire est cool, les scènes d'action sont sympatoches. Donc, allez, ils assument leur délire. Allez, si vous voulez, allez. C'est rien, mais. Allez, c'est rigolo. Yummy. 8 rues de l'humanité, oui bien sûr que c'est pas bien, hein, mais c'est pas si pire que ça au final, hein, c'est un petit peu rigolo par-ci par-là, c'est service ultra minimum niveau mise en scène, c'est du Danny Boone endormi, mais bon, ça peut faire votre soirée hein, si vous êtes en famille comme ça, donc, allez. Finch, c'est un film qui a un sujet en or, qui a un acteur en or,
et qui fait le service minimum du service minimum, qui est oubliable as fuck. J'ai pratiquement tout oublié, hein, je vais pas vous mentir, j'en souviens pratiquement de rien. Je serais incapable de vous citer une scène complète, et je l'ai vu il y a peut-être 6 mois. 6 mois c'est beaucoup quand même. Mais voilà, c'est quand même un film avec Forrest Gump qui crée un robot et avec qui il devient ami. Ça pourrait être une espèce de Chappie avec dans un monde post-apo. Bon, Chappie c'était déjà du post-apo, mais dans un monde encore plus post-apo, et puis rien, c'est rien, vu que je m'en souviens pas. Faudrait peut-être que je le revoie, mais j'ai pas envie de repasser 2 heures là-dessus, hein, concrètement. Et finalement, House of Gucci. Alors oui, Ridley Scott a fait un très bon film cette année pour en faire un autre beaucoup moins bon. Un espèce de festival de 3 heures, de faux accents complètement pétés, de jeux d'acteurs à l'ouest avec un Jared Leto dont on devrait définitivement interdire l'accès au plateau de cinéma. Qui garde de l'intérêt par son histoire vraie, par ses acteurs, parce qu'Adam Driver est probablement un des plus grands acteurs de sa génération et il l'a prouvé cette année à de multiples reprises. Mais puis c'est Al Pacino et Jeremy Irons, ça fait toujours plaisir de les voir. Sinon le montage est affreux, le montage est épouvantable. Visuellement ça oscille entre le sympathique et le moche. Les prothèses ça oscille entre le réussi et l'horrible. C'est plein d'acteurs qui font moi si je suis italien, bah non t'es pas italien, t'es américain ou anglais, enfin c'est assez dur à voir. Ça garde de l'intérêt comme j'ai dit par son histoire vraie qui elle est assez intéressante. L'histoire de la famille Gucci est intéressante, c'est juste dommage en fait que ce soit aussi bâclé en fait pour le reste du film. Et finalement un film que j'ai failli oublier, Mortal Kombat, parce que oui, enfin, c'est sympa, les scènes d'action sont cool, mais qu'est-ce qu'on s'en branle des personnages, qu'est-ce qu'on s'en branle des enjeux, qu'est-ce qu'on s'en branle de tout en fait. C'est con. J'aurais été fan du jeu, j'aurais probablement plus apprécié, mais comme c'est pas le cas, je trouvais ça chiant. Voilà, nous allons donc pouvoir passer au flop. Nous allons désormais passer aux 10 plus grosses purges de l'année. Un homme en colère de Guy Ritchie. Parce que je suis un homme en colère. Alors celui-là, je vais pas vous mentir, il faut que je leur donne une chance. Hein. Faut que je le revoie, faut que... J'ai juste pas la motivation, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que une partie de la raison pour laquelle il est dans ce flop, c'est parce que j'ai été incroyablement déçu en allant le voir. Et dans le mauvais sens du terme, hein, pas déçu comme Matrix 4. Vraiment déçu cette fois. Parce que, encore une fois, si vous suiviez ma chaîne de critique à l'époque, j'aime beaucoup Guy Ritchie. Il a pas fait que des bons films, hein, très loin de là. Mais il en a quand même fait pas mal. Et que je suis allé le voir en me disant putain, yes, il va nous faire un film d'action avec Jason Statham. J'avais pas vu de bande-annonce. Donc j'ai allé plein d'attentes. Guy Ritchie, c'est un gars qui a un montage très rythmé, qui travaille énormément le rythme, qui a des personnages hauts en couleur, qui a un humour très mordant. Et je me retrouve face à ce machin ultra long, ultra prévisible, ultra lent, blindé de plans séquences qui servent à rien, qui sont méga moches. Visuellement c'est catastrophique, hein, c'est pas beau du tout. Et qui est extrêmement poussif. Tu vois dès la scène d'intro où ça va mener, c'est sans aucune surprise, c'est un chapitrage lourdingue, déglingué, au nom claqué au sol. Et d'accord, Guy Ritchie a pas voulu faire le film que j'attendais que je fasse, je le comprends. En même temps, le film qu'il a fait à la place, il est pas bien non plus, hein, et on va pas se mentir, il est claqué, il est complètement foiré. J'ai beaucoup de peur pour son prochain film qui aurait dû sortir le mois passé mais qui n'a plus de date de sortie, donc je sais pas où ça en est, mais ouais, non, faut que je leur donne sa chance en l'analysant comme un film de braquage, d'action contemplatif, mais j'ai peur que ça ne le fasse pas énormément remonter dans mon estime. Numéro 9, Cruella de Disney. Rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent. D'ailleurs c'était assez drôle parce que moi et ma soeur on était seuls dans la salle, hein, donc on s'en foutait, on gueulait, on rigolait, on se foutait de la gueule du film. Parce que scène d'intro, le film on a rien à foutre. Hein. La mère de Cruella qui meurt à cause de Dalmatiens, c'est pour ça qu'elle n'aime pas les Dalmatiens. Voilà, super. J'ai grandi avec le dessin animé, avec cette Cruella effrayante qui a vraiment cette silhouette efféminée qui apparaît dans le cadre de la porte, qui te met le personnage immédiatement.
Et là, ça devient Emma Stone qui veut faire des robes et puis qui n'est pas si cruel, voyons. Bah, si. Et là, ça devient une espèce d'inspecteur gadget de la robe. Avec en plus, c'est une réalisation assez moche. Des environnements, enfin, c'est un mix assez bâtard entre le Joker et puis le diable s'habille en Prada. Qui veut voir ça? Franchement, j'ai rien contre. Par contre, j'ai rien contre Emma Stone. Emma Stone est brillante. Emma Stone est Emma Stone, hein, bien entendu. Ça, y a pas de problème. Elle arrive bien d'ailleurs à jouer avec ça. Alors, je l'ai vu en VF, hein, mais je trouve qu'Elisabeth Ventura arrivait vraiment à faire une voix de Cruella. J'ai trouvé magnifique. J'imagine qu'Emma Stone aussi, hein, je lui fais confiance pour ça. Et alors, pour tout ce qui est du reste du film, les seconds rôles, je les ai trouvés chiants. La méchante, j'ai trouvé mépoussive. C'est la caricature à l'extrême de la patronne de mode. Insupportable, encore une fois, à la le diable s'habille en Prada, mais encore plus caricatural et en pas Meryl Streep, donc en pas bien. J'ai rien contre Emma Thompson, mais c'est pas un rôle pour. En fait, non, je pense qu'en fait, si, elle s'en sort bien, mais ce rôle a rien à foutre dans un film Cruella en fait. J'ai pas envie qu'on justifie la méchante par une méchante encore plus méchante. Et à la fin, ce film, c'est juste deux connasses qui se battent avec des robes. Qui a envie de voir ça? Personne. C'est chiant. En tout cas, moi, j'ai pas envie. Bref, numéro 8, Tom et Jerry, le film. Je crois que je n'ai pas trop mal réussi. Ah oui. Ouais, bon, bah, j'ai envie de dire tout est dans le titre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliciter? Non, bah oui, c'est chiant, c'est pour gosses. C'est un film pour gosses qui prend les gosses pour des cons. L'animation est dégueulasse, hein, c'est... On compare ça avec Roger Rabbit qui a été fait 30 ans avant. Vous verrez qu'en niveau d'incrustation de personnages animés dans les décors réels, on n'est pas sur le même niveau. Hein. Roger Rabbit, c'était génial, ça c'est dégueulasse. C'est des acteurs que j'aime bien en sous-régime, hein, que ce soit Michael Peña ou Chloé Grace Moretz, qui n'a pas assez de rôle qu'elle mérite. Vraiment, Chloé Grace Moretz, c'est une très très bonne actrice qui ne tourne pas assez, je trouve. Qui n'est pas assez reconnue en tout cas. Et voilà, enfin... En fait, si c'est aussi haut dans le classement, c'est que ça n'a même pas la décence d'être complètement chiant. Ça n'a même pas la décence d'être complètement mauvais. Voilà. Ce film existe. D'ailleurs, je parie que la plupart d'entre vous ne savaient pas que ce film existe. Ben voilà, il existe. Et il existe. Voilà. 7ème position, Space Jam 2. On va régler ça. C'est pour toi, LeBron! Et récupérer notre fils. Le coup classique. Ouais, bon, c'est un peu compliqué parce que fondamentalement, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, mais j'ai pas passé un si mauvais moment que ça parce que le film me met. Ah, regarde, t'aimes bien Game of Thrones? Oui, j'aime bien Game of Thrones. Ah, t'aimes bien Wonder Woman? Oui, effectivement. Ah, t'aimes bien Batman? Oui, j'aime bien Batman, mais attendez, mais ça n'a rien à foutre là aussi. C'est le film le plus cynique que j'ai vu cette année, hein, concrètement. C'est un film qui se moque de la Warner Bros en faisant exactement ce dont il se moque. C'est un film avec le jeu d'acteur le plus aux fraises que j'ai vu cette année. Non, par contre j'ai vu pire. Niveau jeu d'acteur, je viens de revoir ma liste. Non, j'ai vu pire. My bad. Mais c'est un jeu d'acteur absolument ignoble. Faut arrêter de se dire que les basketteurs sont des bons acteurs. En tout cas, dans le premier avec Michael B. Jordan, ça fonctionnait parce qu'il essayait pas de se prendre pour un acteur. Là, si, c'est ça le problème. Et ça ne fonctionne pas. C'est une avalanche de références qui n'ont rien à foutre là. C'est un film pour gosses qui te référence Casablanca. On est à ce niveau d'absurdité. Il y a Orange Mécanique aussi, je crois. Enfin, ça va loin dans la référence à la con. C'est très compliqué. C'est une orgie. C'est vraiment une orgie. Le film te fout un tuyau dans la bouche et fait vas-y, avale, référence. Vous voulez pas me raconter une histoire plutôt? Non, référence. C'est très dur, hein, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Bien sûr, c'est convenu, c'est chiant, c'est une IA qui enferme des gens dans un jeu pour faire un match de basket. Je sais pas, tu veux pas déclencher une apocalypse nucléaire comme toutes les autres IA, j'en sais rien moi. Enfin bref, c'est chiant en fait, c'est nul. C'est genre de film, je sais même pas quoi en dire. Je sais même pas quoi en dire, voilà. Numéro 6, Monster Hunter.
Je tiens à le dire, je n'ai pas joué au jeu, mais je ne pense pas avoir besoin de jouer au jeu pour savoir que c'est de la merde. Que Paul W. Sanderson, ce grand génie incompris, continue sa croisade de massacres à travers la pop culture, hein, qu'il continue à faire des films foirés, complètement foirés, alors qui ont des effets spéciaux complètement regardables. Ça, je veux bien lui reconnaître ça. Les monstres sont bien foutus. Si seulement c'était le cas du reste du film, la mise en scène est extrêmement plate, les péripéties, j'ai tout oublié alors que j'ai vu le film il y a quelques mois. Je ne sais plus du tout ce qui se passe dans le film. Je me souviens juste de cette fin putassière au possible, ce cliffhanger dégueulasse. Le mec avait pas envie de finir son film, il te fout l'héroïne dans le monde de Monster Hunter, il te l'a fait d'abasser des monstres, et voilà, c'est bon, il a fait son film, service minimum, let's go, c'est fini. Y a rien en fait dans Monster Hunter, y a rien, c'est du vide débilos, c'est de l'inutilité totale, c'est vain, c'est tellement vain pour rien. J'ai même pas envie de continuer de perdre mon temps là-dessus, on passe à la suite. Numéro 5. Fast and Furious 9. C'est ce que tu crois. Dieu que je hais cette saga et que je vais toujours avec plaisir au cinéma pour voir le prochain parce que j'adore râler. J'adore râler, j'adore gueuler sur des mauvais films. Et Fast and Furious a cette qualité non négligeable d'année après année continuer de me donner des films de merde à critiquer. Et je ne peux que remercier la saga pour ça. Vraiment, merci de continuer à me donner matière de m'énerver. Parce que bordel de merde, être au 9e film et me sortir comme ça. Hein. Ouais, en fait, John Cena, c'est le frère de Vin Diesel. Très bien, ok, d'accord. Non, hein, mais si vous voulez... à nous balancer les deux gars dans l'espace, parce que oui, c'est pas qu'une rumeur, ils vont dans l'espace, hein, plus rien à foutre, le film n'en a plus rien à foutre. Qu'est-ce que c'est moche. Les scènes d'action, c'est la catastrophe, c'est ignoble, je veux bien, les films sont cons, j'ai pas de problème avec ça, allez-y, faites-vous plaisir, et le film se fait plaisir niveau conneries, hein. Là, clairement on est sur un service maxi best-of de la connerie en boîte. Le problème c'est qu'au moins, faites-nous de l'action cool. Moi je veux au moins voir ça. Mais alors putain, le mec n'a pas fait de découpage pour ces scènes d'action, c'est clair. Il a juste foutu les acteurs dans des décors trop petits. Il a mis la caméra à 2 cm, il a fait ah, vas-y on tourne. Sauf que la caméra elle savait pas où se mettre. Et ça donne des scènes surcotées avec un découpage dégueulasse. Avec une caméra tremblante, tu ne comprends rien aux scènes d'action. C'est infernal. J'avais tellement mal à la tête en voyant le film, les scènes d'action, tu comprends absolument rien. T'as une gestion calamiteuse du méchant qui veut tout péter parce que, je sais pas, John Cena. Déjà, John Cena, le frère de Vin Diesel, je m'en remets pas, ça marche pas. Vin Diesel qui se tape un ego trip, mais monstrueux, convaincu qu'il est le plus grand acteur du monde, alors que non, c'est un con. Vin Diesel, c'est un con. Il a même pas de charisme. Il a autant de charisme que la multiprise qui est face à moi. Il essaye de faire toutes des scènes avec des gros plans sur le visage en mode ouais, je suis un bon acteur, je transmets l'émotion de la perte de mon frère. Non, t'es juste un con qui sait pas jouer, qui croit qu'il sait jouer, qui parasite des films entiers. Et en plus on a eu un insight ces derniers jours comme quoi le réalisateur s'est barré parce qu'il en pouvait plus du comportement insupportable de Vin Diesel sur le plateau. Et ça ne m'étonne pas, hein, j'ai vraiment pas été surpris quand j'ai lu ça, parce que ça se sent que le mec est un crétin qui accapare le film, qui est censé être un film choral, mais qui devient juste un ego trip de Vin Diesel. Sur regardez, j'ai des problèmes familiaux et je sais trop bien les jouer. Non, contente-toi de construire des bagnoles, mec, on en restera là. C'est trop long, putain, c'est trop long, 2h30 pour ça. 2h30 pour voir Vin Diesel taper sur John Cena en balançant des voitures dans l'espace. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de perdre 2h30 pour ce machin? Non, enfin je l'ai fait, mais non, faut arrêter. Fast and Furious 9, faut arrêter au bout d'un moment. Là, on aura le prochain Fast X qui en plus sera réalisé par un réalisateur que je déteste, à savoir Louis Leterrier. Que je compare bien, hein, qui aura au moins le Fast and Furious 10 aura au moins un casting que j'aime bien avec Brie Larson et Jason Momoa. Mais voilà, Fast and Furious 9, non, et non. Enfin, je savais, hein, on allait le voir, mais non, c'est pas bien quand même. Je vois déjà tous les gens venir, si t'aimes pas, t'es capable d'aller voir. Oui, mais j'aime me plaindre. Laissez-moi le plaisir de me plaindre. Vraiment, j'ai besoin de ce plaisir de me plaindre. J'ai vraiment besoin. On va mourir. Allô?
bisschen. Une torpille. Oh non. C'est un film d'aventure qui essaie de dire ouais, on va faire un film d'aventure Disney à l'ancienne, on va dans la jungle. C'est super, je pense que le seul point commun entre la jungle et le film, c'est la couleur du fond vert qu'ils ont utilisé, vert comme les feuilles de la jungle. Parce que clairement, ils n'ont jamais été dans une vraie jungle, c'est du full fond vert. C'est des acteurs qui ont passé 2 mois dans un studio, dans un faux décor de bateau sur fond vert. Attention, une panthère. Attention, des lianes. Mais il n'y avait jamais rien, hein. Il n'y avait que Jean-Michel Stagiaire dans son fond vert qui fait ouh comme ça. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne à aucun moment. J'adore Emily Blunt. J'adore vraiment Emily Blunt. Mais ça ne fonctionne pas en fait. J'essayais de ne regarder que elle, de me concentrer que sur elle, mais au bout d'un moment, les fonds verts sont tellement déglingués que c'était très dur quand même. Les effets spéciaux sont calamiteux. C'est une catastrophe abyssale. La panthère, le film a eu 3 ans de post-prod. Le film a été tourné en 2018. Le film a eu 3 ans de post-prod et on sort une panthère comme ça en 2021. C'est une honte. C'est honteux. C'est dégueulasse. Les décors n'ont aucune personnalité, le temple final ne ressemble à rien. C'est un espèce de DLC dégueulasse de la Lothlórien du Seigneur des Anneaux, mais en moche, en encore plus moche, avec des acteurs qui ne savent pas quoi jouer, avec un Dwayne Johnson qui en a rien à foutre, je veux dire encore plus que d'habitude, avec l'histoire, les gars, ils ont tapé film d'histoire, scénario, base, ça faisait 2 lignes, ils ont fait ok let's go, on part avec ça, copier-coller, allez vas-y, on part de moi en tournage en fond vert, c'est bon, on va laisser peser, let's go. Ah putain, quand tu compares avec des vrais bons films d'aventure qu'ils ont pu faire, genre Pirates des Caraïbes ou même Lone Ranger, allez même Lone Ranger, il y avait des décors qui ressemblaient, qui avaient plus de gueule, il y avait des scènes d'action qui étaient beaucoup plus généreuses, les scènes d'action sont molles en plus, sont incroyablement molles, c'est l'enfer. C'est l'enfer du néant absolu du film d'action. Enfin, les films d'aventure de ces dernières années, c'est assez la catastrophe. On tombe vraiment dans dans un vide et un service minimum qui fait peur. Entre ça, j'ai pas mis Red Notice dans les mentions d'honneur parce que Red Notice, j'ai trouvé ça un peu sympa, mais on est un peu sur les mêmes défauts en fait. Mais Jungle Cruise, c'est 100 fois pire. C'est abominable, Jungle Cruise. On passe au numéro suivant. Le numéro 3, cherchez pas, vous n'en avez pas entendu parler, c'est Awake sur Netflix. On baissera pas les bras. Mathilda, Me regarde pas, compris? Personne ne nous attaque! Grenade! Notre survie à tous dépend de Mathilda. Alors, vous me direz comment est-ce que moi je suis tombé sur ce film. En fait, je me baladais sur Twitter, j'ai vu un tweet de Netflix qui disait hey, nouveau film original, Awake. Je me suis dit, oh bah tiens, rigolo, un petit film fantastique. Je vais me mater ça pendant mon tournage le lendemain. Ouais, tout ça pour mon compte qu'en fait, personne n'a regardé ce truc. C'est un film sur, en gros, une épidémie qui fait que les gens n'arrivent plus à dormir tout d'un coup. Et l'humanité meurt plus ou moins d'épuisement alors qu'ils n'arrivent plus à dormir. Le problème, c'est que tout le monde s'endort dans ce film, donc mission pas accomplie. Hein. Ça fait partie de ce genre de film vide qui a été réalisé en mode automatique, qui est joué en mode automatique, qui n'a aucun intérêt, dont le scénario n'a aucun intérêt, donc que j'ai oublié, hein, concrètement. J'ai envie de vous dire que je me souviens vite fait de la fin, mais à peine en fait. Donc je me souviens vite fait de petits flashs par-ci par-là, mais je serais incapable de vous réciter des scènes entières, donc j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. C'est pas bien, le regardez pas. Voilà. Et là, là, les 2 prochains films sont vraiment des films puants. Donc, numéro 3, nous allons parler de OSS 117, Alerte Rouge, en Afrique Noire. Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. Parce que j'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Alors, j'adore les 2 premiers films. J'adore, je pense que c'est parmi les meilleurs de la comédie française de ces dernières années, enfin dernières 20 années. Michel Hazanavicius, non compliqué, a fait des odes au cinéma. Il a fait vraiment des best-of, des pastiches magnifiques qui sont qui référencent des films, des œuvres cinématographiques des années 60 et 50 à la perfection, un humour qui fonctionne intégralement sur le second degré. Et ça, faut garder en esprit. L'humour de OSS 117, c'est un humour complètement basé sur le second degré. Quand Hubert balance des vannes racistes, on ne rit pas de la vanne raciste, à moins que vous soyez raciste. On rigole du fait que lui soit un ringard. C'est un film qui critique la vieille France.
OSS 117, c'est un film pour dire l'époque a évolué, et déjà les premiers, hein, c'est un film qui te dit l'époque a évolué, la vieille France n'a plus lieu d'être. La France colonialiste, la France raciste, c'est une France qui n'a plus lieu d'être, mais qui continue de vivre à travers les films, qui a vécu à travers les films dans une bulle d'innocence. Ça, c'était le discours des 2 premiers films. Donc quand tu as un discours comme ça sur ce gros degré, évite de donner le 3e film à un crétin qui se prend au sérieux et qui décide de transformer ce film en un film sur « Aujourd'hui, on peut plus rien dire, on n'a plus le droit d'être raciste, aujourd'hui, c'est quand hein ?» Littéralement, c'est ça, c'est un film qui se prend au sérieux, qui se prend premier degré, qui est un film littéralement, oh bah là, c'est rigolo parce que Hubert, il dit ce qu'il pense, mais les gens, ils pensent c'est raciste. Ils sont cons, les gens, quand même. Hein. C'est insupportable. C'est insupportable. Et en plus, dans la forme, les premiers OSS 117, c'était des parodies. C'est des films qui se parodiaient eux-mêmes, qui parodiaient les films d'espionnage des années 60, qui reprenaient des gimmicks pour les ridiculiser. Sauf qu'on a donné ça à un mec avec un ego absolument surdimensionné, qui, elle le dit en interview, ne supportait pas l'idée de faire un film volontairement ridicule. Donc il en fait un vrai film d'action des années 80, avec des guerres racistes du coup, hein, où ceux qui s'opposent à Hubert sont mis en tort, hein, ce qui est le contraire des films précédents. Hein. Dans celui-là, quand un personnage est la voix de la raison et dire « mais monsieur vous êtes raciste », il lui arrive une merde. Parce que voyons, on n'a pas critiqué Hubert, hein, il est dans son droit de dire des trucs racistes. C'est horrible. Je l'ai vu à la journée du cinéma, donc c'est un jour en Suisse où toutes les places sont à 5 francs, ce qui est pas cher hein, en Suisse. Et je l'ai vu avec une amie qui m'a dit « oh rien, je suis tellement heureux qu'on ait payé que 5 francs pour cette merde ». En plus je sortais d'une nuit blanche, donc ça a été très dur de pas m'endormir devant. Et je pense que j'aurais préféré m'endormir devant, je pense que les rêves bizarres que j'aurais fait auraient été beaucoup plus intéressants que ce machin. Donc c'était insupportable OSS 117.3. C'était une horreur, c'était infernal, je hais ce truc, mais il n'est pas passé loin d'avoir la première place, il n'est pas passé loin, mais en première place, le film qui m'a le plus énervé de l'année, j'ai nommé Eiffel de Martin Bourboulon. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Parce que, mesdames et messieurs, nous sommes là face à un film qui te dit « Je vais te raconter l'histoire du plus grand ingénieur français ». C'est très bien Billy, mais pour ça faudrait vraiment me raconter son histoire au lieu de me blinder ça d'une histoire d'amour que j'en ai rien à foutre et qui en plus est complètement fictive. Hein? C'est con de me mec s'inspirer d'une histoire vraie quand en fait c'est pas une histoire vraie ton histoire, car l'histoire principale du film c'est une histoire d'amour. Hein? C'est pas l'histoire de Gustave Eiffel, c'est comment Eiffel avait envie de se taper la fille de Monsieur le Comte. C'est tout, c'est la seule histoire. C'est un film qui te dit hey, je vais te raconter l'histoire de la construction du plus grand monument français. C'est très bien Billy, mais alors pour ça, faudrait nous montrer au moins un peu plus de 5 minutes de la construction de ce machin, au lieu de s'en servir comme témoin pour nous raconter l'histoire d'amour à la con, parce qu'il y a 5 minutes hein, de construction de Tour Eiffel, le reste du temps c'est Eiffel qui a envie de se taper l'autre meuf, c'est juste ça le film, pour vous dire à quel point le film n'en a rien à foutre, le climax du film, c'est pas la fin de la construction de la Tour Eiffel, parce que c'est quand même un film qui te passe le temps de dire ouais, pour la première fois, l'homme va atteindre grâce à une de ses constructions 300 mètres, et on ne te le montre jamais, ce moment au final. Ce qu'on te montre, c'est la confrontation entre Eiffel, son amante, et le mari de son amante dans une putain de voiture. C'est ça le climax du film, c'est pas la construction de la Tour Eiffel. La construction de la Tour Eiffel, ils en ont absolument rien à foutre. C'est un film qui te dit « Ouais, je vais te parler du plus grand symbole français, la Tour Eiffel !» C'est très bien Billy, mais si c'est pour me raconter que la Tour Eiffel, eh ben Gustave il l'a construite par frustration sexuelle de pas pouvoir aller avec sa meuf, c'est la vraie raison que... La mise en scène n'arrête pas d'associer la Tour Eiffel à un symbole phallique. Ils le font constamment, c'est insupportable. Et qu'à la fin, on te raconte la Tour Eiffel, elle a la forme d'un A, comme Adriane. Non, c'est peut-être pas parce que c'est la forme la plus ergonomique pour supporter 300 mètres de métal, peut-être. C'est un film qui te fait de la réécriture historique constante autour de la Tour Eiffel. C'est un film insupportable à regarder, où on te promet un bon film, on te promet... construction de la Tour Eiffel avec des beaux décors et tout. En fait non, on va mettre une scène de cul de 10 minutes. Ah, c'est insupportable. C'est un film qui te dit ouais, Gustave Eiffel, plus grand constructeur français. C'est parfait, mais pourquoi vous m'avez transformé un vieil ingénieur de 60 ans en jeune entrepreneur dynamique de 30 ans? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est horrible. C'est
un film qui avait un potentiel d'être un vrai biopic et qui au final devient une fanfiction dégueulasse, qui est puant, qui est ignoble, qui est horrible à regarder. C'était le film le plus dur à regarder de l'année. J'avais une de ces haines en sortant du film. Ne regardez pas ce truc. C'est horrible. C'est ignoble. Je hais ce film. C'est une escroquerie de la plus pure espèce. Voilà, ça devrait être interdit, une escroquerie pareille. Ça devrait même pas exister. C'est insupportable. Je vous remercie de m'avoir poussé à parler de ça. Merci. Ensuite, vous me connaissez, j'adore m'énerver. Donc là, je suis très heureux. Ça ne s'entend pas, mais je suis heureux. Vous le savez, je suis heureux. Merci à vous de regarder cette vidéo. Merci à vous de me l'avoir demandé. Je me calme 2 secondes. Si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, demandez-le moi. Hein. Si vous voulez que je refasse des top 10 de, je sais pas, mes films préférés, les films de... Tiens, faut que j'aille changer ma lessive. Voilà, donc je vais pas tarder à m'arrêter. Du coup, ça fait pas très professionnel, ça, je sais. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. La vidéo, je suis désolé si la vidéo est longue. En tout cas, encore merci d'être là. Commentez, donnez-moi vos films préférés de l'année. Hein. On en discutera dans le calme et la gentillesse. Dans les commentaires, sauf si votre film préféré c'est FL. À ce moment-là, vous serez banni du Discord, sachez-le. Et voilà, encore merci. Je sais pas combien de temps ça va me prendre à monter tout ça, mais je pense que ça va être long. Merci et à bientôt sur la chaîne.